nous allons traiter de la question panafricaine. Quand nous parlons de la question panafricaine, du panafricanisme même, j'aimerais reprendre notre Negovi Gomez qui dit panafricaine dans le langue proto-africaine, en utilisant les médunetiens, nous disons Smatawi. Le panafricanisme, que représente-t-il réellement? Le panafricanisme a semblé pendant très longtemps un mouvement initiant tous les présidents, toute la classe politique, parce que quand on parlait du panafricanisme, il était plutôt question de la classe politique. Nous tous nous les connaissons, ceux que nous avons connus comme les grands panafricanistes, Le panafricanisme, pendant très longtemps, il a été rattaché, là j'insiste dessus, à la classe politique ou à l'élite politique, qui lui, c'est l'étanchant d'une certaine manière des visées occidentales étaient définies des panafricanistes. Sans pour autant, nous n'allons pas rentrer dans l'histoire des noms, mais aujourd'hui, les cadres avec lesquels nous voulons partager, nous allons partir d'une histoire. Une histoire qui nous sera rencontrée depuis la Légie et de la situation qui est en train de se passer actuellement même en Côte d'Ivoire à la vie de la visite du président français. Je vais passer la parole à Jedef Raotep, c'est que Mootep, qui est canep de l'Académie de la culture noire kémétique, du père Ank Mtouti, qui lui est proprement du territoire de la Côte d'Ivoire pour nous expliquer qu'est-ce qui est en train de se poser et quelle est la situation que nous sommes en train de vivre précisément actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, au niveau de la diaspora, il y a quelque temps de cela, le président de la France, Emmanuel Macron, a sollicité l'intérêt de la diaspora pour représenter l'Europe au niveau de l'Afrique et disait que la diaspora avait un rôle très important à jouer au niveau de l'Afrique. Et nous connaissons un peu tous la situation des pays qui ont été colonisés par la France et de la situation particulière de la Côte d'Ivoire. Et dernièrement, j'ai vu une lettre donc de l'Union de la diaspora de la Côte d'Ivoire qui est établie à Paris, qui ont écrit une lettre maintenant à Emmanuel Macron pour le solliciter. Donc dans la lettre, ils décrivent un peu la situation chaotique de la Côte d'Ivoire et ils supplient presque le président Macron de venir régler les problèmes. Presque à genoux, disons. Ils étaient à genoux. Voilà. Donc, la situation est que, pour ceux qui y sont éveillés, ils ont bien conscience que le président qui est en place n'a pas été là par hasard et n'est pas venu tout seul, mais par l'appui de la France. Donc, c'est qui déjà le président en place? C'est M. Alassane Ouattara. Ouattara, ouais. Donc, c'est lui qui a été mis en place par la France, comme d'autres, qui a mis une situation chaotique qui a empiré en Côte d'Ivoire. Signalons que Ouattara a pris la place de... je reviens plus maintenant sur le... donc, Laurent Gbagbo, voilà. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a été arraché. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo était toujours au pouvoir quand la France est venue l'arrêter. C'est-à-dire, la France, un pays indépendant, souverain, est venu arrêter un président nationalement élu et remplacé par un autre de son choix. Donc, déjà, le fait que Laurent Gbagbo ait été enlevé par force de la présidence et la situation particulière de la mise en place de Alassane Ouattara, nous savons très bien que la France n'est pas le pays des droits humains ni de la justice. Pourtant, c'est ce parti-là de la diaspora qui a écrit une lettre comme quoi, justement, la France est très connue
pour les droits de l'homme et la justice, Mhm. et qui maintenant sollicite le soutien de la personne qui a créé ce chaos-là. Et étant un État membre, un État souverain, il sollicite maintenant les droits, comment dire, les groupes internationaux Mhm. pour statuer de la situation qu'il y a en Côte d'Ivoire et pour intervenir. Mais si ils revendiquent leur souveraineté, pourquoi ils demandent encore l'aide du maître? Mhm. C'est ça qui est un peu... Oui, je pense que cette histoire, c'est une confusion que nous avons tous, est un élément assaillant. C'est-à-dire, quand nous parlons de la politique africaine, okay, aujourd'hui, nous parlons de la politique africaine, et quand nous parlons de l'histoire politique africaine, nous parlons de la fausse histoire politique africaine. Parce que l'histoire de la politique africaine, c'est l'histoire de la précolonisation. Oh, Franck Fanon dit avant la colonisation égale après la colonisation. Et l'histoire politique, quand vous rentrez, qu'on parle du Congo, Nigeria, on commence toujours aux années 60. Pour parler de l'histoire politique de nos pays. Cependant, l'histoire politique du peuple noir, et c'est l'histoire de la résistance. Je répète, l'histoire politique africaine, c'est l'histoire de la résistance. Avec des noms comme Marcus Garvey, des noms comme Sékou Touré, des noms comme Kwame Nkrumah, Sankara pour accompagner les plus conscients et les activistes africains. Mais dans l'histoire de l'Afrique, de la vraie politique, pour comprendre, aujourd'hui nous avons plusieurs étudiants qui s'en vont à l'étranger ou je ne sais pas où dans les universités étudier la politique. Mais l'histoire politique de l'Afrique, c'est l'histoire de la résistance. Cette résistance qui a commencé il y a très longtemps, depuis les terres que nous appelons aujourd'hui l'Inde et le Pakistan. Mais ne rentrons pas jusque-là. Parlons seulement depuis le XIIIe siècle. Depuis le IIIe siècle au XVIIIe siècle, nous avons l'Holocauste noir. C'est une holocauste. Pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance. La résistance qui avait commencé depuis le IIIe siècle, le XIIIe siècle, s'est transformée au cours des âges, jusqu'à arriver à des aînés qui nous ont précédés comme Marcus Garvey. En descendant jusqu'à Dr. King, jusqu'à la génération des Nkrumah quand on arrive à la conférence de Manchester. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Mais une histoire que nous ne connaissons pas. L'histoire fait des noms que la mémoire a oubliés. Ça c'est... Aujourd'hui, donc nous parlons des politiciens, nous avons un problème, nous n'avons pas de politiciens. Nous ne pouvons pas avoir de politiciens en Afrique. Nous ne pouvons avoir que des militants de la résistance. Parce que l'Afrique est idéologiquement, culturellement et physiquement un territoire occupé. Et l'occupation de l'Afrique a des répercussions énormes sur toute l'étendue, partout où les fils et les filles noires vont. Pourquoi pensez-vous qu'on tue aussi tant de Noirs aux États-Unis? Pourquoi pensez-vous quand vous visitez les prisons de l'Angleterre, de la France et de la Belgique, c'est plein de Noirs? Parce que les Noirs sont les seuls délinquants du monde. Vous ne savez bien que moi, ce n'est pas vrai. Pourquoi on n'est pas respecté? Pourquoi on est bafoué? Pourquoi en Inde, au Pakistan, au pays de la Moyen-Orient aujourd'hui, l'ex-Afrique antique, ce sont des Africains qui sont réduits en esclavage et pas d'autres.
Quand on a vu les Africains traverser à Lampedusa pour venir en Europe, mourir par milliers, je n'ai jamais vu un seul président africain écrire une lettre aux familles des défunts. Il n'y a jamais eu un seul cas où un président africain s'est levé pour faire 5 minutes à toute cette jeunesse. Parce que ce sont les jeunes qui meurent. Il n'y a aucun président dit africain qui s'est présenté quelque part à jeter même un bouquet de fleurs dans l'océan. Jamais. Mais dès que la cathédrale de France brille, on voit des millions de dollars arriver pour la reconstruire. Maintenant que l'on demande à la France de venir aider, je ne sais pas moi, à résoudre les problèmes qu'ils sont responsables d'avoir créés en Côte d'Ivoire. Mais quand les millions sont partis de la Côte d'Ivoire pour venir reconstruire celui des cathédrales de la France, pourquoi n'avez-vous pas posé les questions? Et je suis en train de venir dans ma dissertation orale sur ces points-là. Pourquoi nous sommes en train de voir ceci? C'est parce que nous avons échoué du mauvais côté de l'histoire du peuple noir. Nous avons échoué du mauvais côté de l'histoire du peuple noir. Parce que l'histoire politique noire est faite de la résistance. Je suis en train de regarder autour de moi, j'avais préparé un cahier dans lequel j'avais écrit certains noms très importants de la résistance noire qui m'échappent maintenant. Nous ne connaissons pas l'histoire. Je vais retourner dans le temps. Pendant la période que nous appelons l'esclavage, qui est en fait la période des razzias, il n'y a jamais eu de commerce triangulaire. Il y avait la résistance. Nous avons connu des razzias. Pendant la période des razzias, nous avons eu plusieurs codes. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs codes. Les codes noirs, nous en avons parlé. Nous avons parlé de la lettre de Willie Lynch, qui est aussi un code. Dans les jours à venir, nous parlerons du code et de l'indigène. Le code de l'indigène est un code qui est encore actif jusqu'à aujourd'hui à nos jours. Et ce code stipule les traitements accordés aux Noirs. Le code de l'indigène est un code qui régule la vie des Noirs. Et quand on regarde aujourd'hui comment les différents gouvernements sont en train d'agir, je vais revenir encore sur la Côte d'Ivoire. Dernièrement, nous avons parlé du cas des étudiants. Un grand nombre d'étudiants à qui les gouvernements avaient accusé d'avoir triché et pour cela avaient été ralliés de liste des étudiants de la toute possibilité de faire des études pendant 5 ans. Une sentence dragonnière, une peine capitale donnée à des jeunes. Eh bien, quand vous regardez cette dynamique-là et vous la mettez dans les codes de l'indigène, eh bien, elle s'applique. Les codes de l'indigène imposent ce qu'on appelle un développement séparé. C'est quoi les développements séparés? Et là, je suis reprendre le concept de notre aîné professeur Govi Gomez. C'est quoi les développements séparés? Je vais vous expliquer le développement séparé. Le développement séparé est la définition de l'apartheid. L'apartheid, développement séparé. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui en Kinshasa, à Bamako, à Congo-Diamfwa, à Luanda, un noir s'attaque à un blanc et les roues des coups, qu'est-ce qui se passe selon vous quand la police arrive? Le noir, il est mis en prison et le noir rentre chez lui secouru par la police. Qu'est-ce qui se passe dans les cas contraires quand c'est un blanc qui est en train de rouer des coups à un noir? Même chose. La police arrive, on arrête les noirs et les blancs, il est libéré ou renvoyé, mis dans son ambassade. C'est ça ce qu'on appelle le développement séparé. C'est ce qui signifie le développement séparé. Et le développement séparé, c'est l'apartheid. C'est la définition de l'apartheid. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous, et là je rentre quand je parle de l'histoire politique véritable du pays, de comment nous nous en sommes égarés. Ce que je veux dire par là, que nous sommes nés dans l'apartheid sans en avoir conscience. Nous avons toujours été dans l'apartheid qui parle d'un développement séparé. Nous avons toujours été dans l'apartheid. Mais si nous avons toujours été dans l'apartheid, comment est-ce que nous nous en sommes jamais rendus compte? Et c'est là vient le beau.
J'ai parlé du code de l'indigène. Il y a un autre code. Cette fois-ci, appelé les codes, c'est le code d'un général. Ce code-là, disons, dit ceci, pour la dire facilement, dit exactement ceci. Quand ce code d'un général dit ceci, il dit que durant la guerre de l'invasion territoriale de l'Afrique, pendant la conquête, la destruction des royaumes noirs, les pertes entre les blancs devaient être minimisées et les pertes entre les noirs devaient être maximisées. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Les explications que je vous dis, vous les retrouvez, il explique beaucoup en profondeur le professeur Charles Gomez dans Panafricanisme et communisme. Un des vidéos que vous allez retrouver sur YouTube. Dans la conquête de l'Afrique, premièrement, les Blancs ont visé à les personnes qui avaient été arrêtées dans un premier temps avaient un choix. Être vendues comme esclaves ou faire partie de l'armée occidentale. Devenir un traître pour l'Afrique. Eh bien, vous vous rendez compte, après un certain temps, il s'est créé une armée énorme dont l'histoire ne veut pas parler, l'histoire cachée. Une armée énorme faite des Noirs qui est attaqué les autres royaumes noirs à la place des Blancs. Les guerres que nous avons connues au royaume Congo d'Anguilla, les guerres que nous avons connues partout dans l'Afrique centrale spécialement, c'était des guerres qui opposaient les royaumes noirs aux couronnes occidentales. Mais les couronnes occidentales combattaient à l'aide des bataillons noirs. Les traîtres de cette époque-là, qui ont combattu aux côtés des puissances occidentales parce que bien des choses leur avaient été promises. Il en va de soi que quand le royaume tombe, à qui donne-t-on au pouvoir? Mais pas à ceux qu'on a trouvés là. On donne le pouvoir à ceux qui sont venus avec. Une petite nuance se rapproche, c'est parce que les histoires sont fractales. Au Congo, en 1997, c'était la même chose quand l'armée des Kabyles arrive. L'armée des Kabyles arrive avec des militaires noirs, mais avec des financements occidentaux. La guerre opposait qui? La guerre opposait-il l'idéologie de alors Mobutu à l'AFDEL, ou plutôt c'est une guerre où on voulait mettre la main sur certaines choses. Et il y avait les finances occidentales. Les finances occidentales ont été utilisées pour rallier une armée des Noirs. Mais la même chose avec Boko Haram. La même chose avec Boko Haram. Où vous avez vu des musulmans tuer des gens dans la mosquée. Encore là, nous avons le même exemple des Noirs, Boko Haram et tout son contingent, payé par l'Occident, utilisé pour faire du mal aux peuples noirs. Eh bien, cette racine morte remonte à bien longtemps. Cette pratique, cette aisance remonte après longtemps. Et aujourd'hui, nous devons réaliser que dans le monde africain, nous avons ces problèmes-là des traîtres. Cette descendance des traîtres, cette lignée des traîtres, qui généralement représente les familles qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Les descendants, la descendance de ces familles-là représente les personnes qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Parce que ces gens-là sont rentrés dans une forme d'idolâtrie pour l'homme blanc. Pour pas seulement l'homme blanc, mais je parle du système colonial. Ils en font fait propre. Ils sont rentrés dans une forme d'idolâtrie au système colonial qui les ont assimilés. Et quand on leur a donné ce qu'ils devaient obtenir, ils sont devenus les colons pour leurs prêtres. Ce sont des petits bourgeois qui vivent dans des maisons ressemblant aux maisons coloniales, qui se comportent comme des colons avec des grosses voitures et se disent d'être des représentants politiques, des gens qui sont en train de moisir dans la faim. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et donc nous avons cette sémence, la sémence, moi j'appellerais la sémence du mal africain. La sémence du mal africain, c'est cette sémence-là qui s'était alliée
aux forces endogènes. Depuis encore avant, disons, durant la guerre, durant l'Holocauste noir, qui part de la fin du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, ce sont ces forces-là qui se sont ralliées, qui représentent encore cette mentalité. Cette mentalité s'est transformée en philosophie et nous voyons aujourd'hui cette philosophie qui a évolué, bien entendu. Et nous avons aujourd'hui les combattants, comme nos frères de la Côte d'Ivoire, qui pensent que la France va apporter une solution. Mais non, ce n'est pas qu'ils pensent que la France va apporter aux solutions. Ils ne sont quand même pas bêtes. Hein? Ils ne vont pas quand même ignorer, c'est la France responsable de tous les maux que nous avons dans Côte d'Ivoire. Mais comme ils sont dans l'idolâtrie du maître, comme ils sont dans l'idolâtrie du maître représentée par Jésus-Christ, bien entendu, cette idolâtrie les porte à se comporter des conséquences. Parce que dans leur subconscient, se mettre contre les maîtres, c'est se mettre contre Jésus-Christ. Il y a assimilation des notions. C'est pourquoi dans la colonisation, il est important d'imposer une religion étrangère posée sur des dieux qui ne vous ressemblent pas. Ces dieux ressemblent aux autres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela introduit un paramètre discriminatif d'infériorité. Parce que du moment où vos divinités ressemblent à des personnes humaines que vous voyez, ça signifie que ces personnes-là sont des divinités. Et vous, vous êtes moins que eux. Et c'est pourquoi nos frères rentrent dans cette démarche-là d'aller voir Macron, parce qu'à ce moment-là, ou c'est Macron ou c'est Jésus-Christ. Comme la lettre à Jésus-Christ, ça n'arrive pas, à Macron, ça arrive. C'est comme des frères. Nous devons aujourd'hui réaliser que nous ne sommes pas respectables. Hein, nous n'allons pas nier cela. Qui nous respecte? Les Chinois, les Pakistanais, personne. Pourquoi les autres ne nous respectent pas? Pourquoi les prisons en Angleterre sont pleines des Indiens? Je peux vous assurer, j'ai voyagé quand même le monde. La criminalité qu'ont les autres, nous, on ne sait même pas c'est quoi. Nous, on joue avec la criminalité. La criminalité que vous trouvez, par exemple, en Russie et en Europe de l'Est. En Afrique, on ne sait même pas c'est quoi. On ne peut même pas s'imaginer. Ce sont des choses qu'on ne peut pas rationaliser. Mais quand vous allez dans les crimes, dans les prisons en Occident, c'est plein de noirs. Pourquoi? La réponse est très, très, très simple. Chez nous, on n'a pas de pouvoir. On ne commande pas chez nous. Dans notre propre maison qui est l'Afrique, ce sont les autres qui demandent. Et je me rallie à cette lettre écrite, à ces individus qui écrivent cette lettre-là. Cette lettre-là, ce n'est pas une demande d'aide. C'est une démonstration pléatoire de manque de pouvoir. C'est ce que la lettre représente. Même pour une question de dignité propre, on ne pouvait pas écrire une lettre pareille. Même juste pour une question de dignité, parce que là, cela signifie qu'on n'a pas de contrôle, on n'a pas de pouvoir. Et dites-moi vous-même, si quelqu'un peut venir dans votre propre maison et vous marcher sur la tête, si quelqu'un peut venir dans ta propre maison en tant qu'homme, coucher avec ta femme, jouer avec tes enfants, frapper, taper, faire ce qu'il en fait de tes enfants, casser ce qu'il a besoin de casser de chez toi et s'en partir librement et tranquillement. Comment pensez-vous que cette personne puisse jamais vous respecter à l'extérieur de votre maison? Quand à l'intérieur de votre maison, c'est lui qui commande. Le problème que nous en avons en Afrique, c'est le problème qui a été évidencié dans la conférence de Manchester. Avec Nkrumah, Botha et tant d'autres. C'était quoi? C'était que pour recouvrir, pour retrouver, pour rétablir l'identité africaine, pour pouvoir être respectable et respecté, l'Afrique doit devenir libre.
Aussi longtemps que l'Afrique n'est pas libre, nous ne serons pas respectables. Et tous les événements que nous voyons se déployer aujourd'hui en Afrique, il va renforcer ce que je viens de dire. L'Afrique n'est pas libre. Nous ne prenons pas les décisions en Afrique. Un exemple, des citoyens de la Côte d'Ivoire, trouvant que les pays ne fonctionnent pas, au lieu de penser à s'intégrer, au lieu d'organiser une conférence des Ivoiriens, créer des lobbies ivoiriens pour donner un coup de force, un coup de poing à ce qui est en train de se passer, eh bien on va plairer chez les Français. Est-ce que vous vous souvenez de la Deuxième Guerre mondiale, tous les Africains, les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais qui sont venus combattre la France, qui ont été tiraillés, fusillés par la France? Ou bien vous oubliez les massacres des Kenyans. Les massacres des Kenyans. Est-ce qu'on oublie tous les massacres dont la France a fait l'objet et n'a jamais demandé pardon, n'aime que pardon? Tout le monde qui avait été aurait été récompensé. L'Israël est récompensé, la Chine, le Japon est récompensé. L'Afrique n'a jamais été récompensée. Et encore aujourd'hui, on puise, on s'amuse d'elle. On se moque des jeunes Africains qui meurent dans la traversée. On est devenu moins que des papiers dont personne n'en veut. Vous allez en Italie, l'Italie vous renvoie à la France. La France vous pointe les armes dessus, vous devez rentrer en Italie. On est devenu des papiers. Et c'est à cet état-là, qui ne reconnaît même pas votre humanité, que l'on va demander des aides. Et pourquoi les gilets jaunes sont en train de se rebeller en France? Pourquoi les gilets jaunes sont en train de se rebeller en France? La Côte d'Ivoire n'est qu'un cas. Nous pouvons rentrer en RCD. Nous pouvons aller au Nigeria. Nous restons avec les mêmes thématiques. Nous devons passer à une réforme panafricaine. Une réforme SMART. Cette réforme passe à travers le développement d'une conscience politique. J'aimerais ici, à dater d'aujourd'hui, que l'on comprenne ceci. Les sciences politiques africaines sont les produits d'une manipulation coloniale qui avait pour but de créer un contexte d'évolution de soi-disant sciences politiques qui n'est autre qu'une philosophie de manipulation et de contraintes. De manipulation et de contraintes. L'histoire politique africaine n'est pas vraie, elle est fausse. Parce que l'histoire politique africaine, on ne peut parler que de l'histoire de la résistance. Une résistance permanente, séculaire, dont les noms se perdent à fleuve et qui ne sont pas étudiés. Aujourd'hui, je vois mes frères et sœurs dans le Sénat au Congo qui se disent politiciens. Je vois beaucoup de gens qui se disent non, je veux me donner à la politique, qui se pèlent panafricains même, mais qui ne connaissent pas l'histoire de la résistance. Parce que la vraie histoire politique africaine, c'est l'histoire de la résistance. Mais qui a commencé depuis très longtemps, parce que depuis à l'époque, Garvey avait réalisé que la seule manière de donner l'indépendance, de rétablir la dignité de l'homme noir, c'était par libérer l'Afrique. C'est ainsi que, à l'époque de Garvey, beaucoup avait été fait pour en fait lancer un projet de la rentrée de la diaspora en Afrique. Pourquoi? Vous devez savoir que depuis les massacres, depuis l'Holocauste noir, le nombre de la population africaine avait été diminué et gardé sous un marginal. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de la population africaine énorme, mais cette population
la population africaine de l'Holocauste. Imaginez, 13e au 18e siècle, c'est 500 ans d'école, 500 ans d'école Holocauste. 500 ans de tueries. Les gens sont morts à rythme, c'est comme si on a tué des mouches pendant 500 ans. Imaginez-vous, mentalement, représentez-vous un territoire durant lequel on a tué les gens pendant 500 ans. Eh bien, la population africaine ne s'est jamais reprise. Mais nous avons, l'histoire avait connu, l'Afrique avait déjà connu une immigration. Lisez le livre de Ivan Van Sertima, que Columbus, en arrivant en Amérique, avait été porté par des transporteurs noirs. Ce sont les Moors qui avaient donné les connaissances qui ont servi. C'est-à-dire, il y avait une population africaine qui avait déjà immigré avant l'esclavage. Et la thèse supportée était celui de la rentrée de la diaspora. Eh bien, tous ces enfants de l'Afrique, qui sont par milliers, qui se sont multipliés ailleurs, devaient rentrer en Afrique. Les nombres allaient faire si que la balance politique allait changer. C'était la seule manière de recouvrir l'identité noire, la fierté noire. C'était libérer l'Afrique. C'est-à-dire, il fallait que tous les Noirs rentrent en Afrique, combattre. Les intellectuels, les scientifiques, tous devaient rentrer en Afrique combattre. Parce que c'est seulement avec la libération de l'Afrique. C'est seulement si l'Afrique devient indépendante définitivement et complètement que la race noire recouvre sa dignité. Et ça, cela avait été compris depuis très longtemps. Et vous savez pourquoi cela n'est jamais écrit dans le livre d'études? Parce que je suis sûr que bon nombre d'entre vous n'entendent parler de cette histoire qu'aujourd'hui. Soyez sincères. C'est parce que ceux qui étaient comme président à l'époque africaine, qui certains soutenaient le communisme avec l'URSS, et d'autres soutenaient le capitalisme américain, et faisant semblant de commettre une guerre contre le capitalisme et le communisme. Eh bien, tous ces présidents-là, à la référence, le président Mobutu, il y avait Bokassa, tous ces présidents africains avaient signé une lettre pour que les grands personnages du monde panafricain américain, les vrais panafricanistes, la résistance panafricaine, parce que le mouvement panafricain n'est pas, il n'est pas comme un club de bourgeois. Parce qu'aujourd'hui, le panafricanisme, c'est un club de bourgeois. Le panafricanisme, ce n'était pas un club de bourgeois, c'était des résistances. Et ces résistants-là avaient été interdits de mettre les pieds. C'était devenu des personnes indésirables dans toute l'Afrique. C'est comme ça tous les présidents africains qui, au fait, ce sont des descendants des traîtres de cette mentalité, ou des descendants directs, ou de cette mentalité traître de l'Afrique qui ont trahi et ont interdit depuis cette époque, des années 70. Nous sommes en train de parler de la jeunesse de Nkrumah, l'époque de Nkrumah. Dès cette époque, ils ont empêché la rentrée massive de la diaspora africaine, panafricaine, militante et résistante. Et avec ça, l'histoire, encore une fois, de la résistance panafricaine a été jetée aux oublis. On nous a rempli avec les Justin d'Esquin. Tout dans les matières d'études, la plupart des écrivains et des personnages que nous avons étudiés durant notre école primaire, secondaire, c'était tous des grands racistes. La plupart des écrivains, des philosophes qui nous ont été présentés comme matière d'études étaient des grands racistes. Et la résistance politique, militante, activiste, n'a jamais été étudiée. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire un politicien africain quand on ne connaît pas l'histoire de la résistance. Quand on ne connaît pas l'histoire de la résistance, eh bien, on est un fantoche. Je ne sais pas si à la régie, nous avons déjà quelques questions. Non, nous n'avons pas de commentaires. Aujourd'hui, nous avons un élément de compréhension
qui n'est pas un élément de plus, mais qui nous recadre dans la dynamique panafricaine de ce matin. Comme l'invitation lancée par le professeur Govi Gomez, c'est celui de recréer un vrai dynamisme panafricain. Avec dans la tête la compréhension selon laquelle, aussi longtemps que l'Afrique sera sous contrôle occidental, aussi longtemps que l'Afrique ne décidera pas d'elle-même ses politiques, ses philosophies, aussi longtemps que les décisions prises en Afrique viennent de l'étranger, aussi longtemps que l'Afrique est colonisée, eh bien nous n'avons pas de dignité. Nous ne pouvons pas être respectables. Aujourd'hui, j'entends souvent parler de la balkanisation du Congo. On veut balkaniser le Congo. On veut balkaniser le Congo. Les Rwandais contre le Congo, oui, il existe des traîtres que nous devons... Je pense que dans le monde, nous avons affronté cette question. L'héritage de la traîtrerie africaine. La descendance de ceux qui avaient trahi, qui avaient combattu avec les colons à la destruction des grands empires. C'est une question que nous devons affronter et nous devons neutraliser cette partie-là. Je ne dis pas que nous devons tuer, je dis que nous devons neutraliser cette partie-là qui est opérante. Et se retrouve dans les deux parties, soit du côté de ceux qui sont dans la diaspora, tout comme ceux qui sont encore dans les pays, et en le pays, c'est ceux qui sont dans le pouvoir. Nous devons répondre à cette question. Le deuxième point, en termes de conclusion, est que nous devons envisager, reprendre le travail laissé par Nkrumah, Marcus Garvey et toute cette génération, Botha et les autres. Le travail est celui de comprendre que aussi longtemps que les décisions de l'Afrique sont prises de l'étranger, quand nous n'avons aucune relevance, nous ne sommes pas respectables, et que pour libérer l'Africain et sa descendance, il faut libérer l'Afrique. C'est dans ce cadre-là que nous devons relancer. Nous devons relancer, suivant les paroles, l'invitation du professeur Gomez, un dynamisme panafricain. C'est Matawi. Un dynamisme qui lui a pour mission la sensibilisation, l'équipement pour le retour en Afrique. La libération de l'homme noir se joue en Afrique. Pas en Occident, pas en Chine, pas sur YouTube, pas sur Facebook. La libération de l'Africain se joue sur l'Afrique. L'Afrique sera le terrain de la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre mondiale, qui est une programmation de la néocolonisation africaine déjà en place, peut être détournée pour créer en fait une libération complète de l'Afrique. Nous ne pouvons recouvrir notre dignité qu'en libérant l'Afrique. Ce n'est pas en faisant des cailloux, en travaillant, rien. Ou en étudiant, il faut devenir plus intellectuel, il faut, comme disait un autre grand panafricain, des Boys. Des Boys disaient qui était un bourgeois. Pour lui, l'Africain devait s'assimiler, s'intégrer, étudier, apprendre. Non. La liberté, le respect à l'homme noir ne s'acquiert pas dans les bancs de l'école. Ne s'acquiert pas par notre compte bancaire. Le respect pour que